Avec plus de 30 ans de carrière, Laurent Imbeau est un acteur qui multiplie les rôles autant à la télévision, au théâtre qu'au cinéma. Il est vite à part ça. La l'air cool! La l'air cool! Ouais, la voix mérite. En 1995, il crée un regroupement d'acteurs professionnels indépendants du Québec, les Acteurs Associés, avec son épouse Catherine Adam. Mieux connu pour le rôle qu'il a tenu pendant 10 ans de Charles Couillard dans la série culte pour les jeunes Watatata, diffusée à Radio-Canada, Laurent Imbeau est un acteur accompli. Parfaitement bilingue, il a joué dans plusieurs films américains et canadiens. On a pu le voir plus récemment dans la comédie L'Empire bossé de Claude Desrosiers, ainsi que dans le film Mesrine, L'instinct de mort, aux côtés de Vincent Cassel et Roy Dupuis. C'est vous autres qui tirez comme des malades depuis 1 heure, là? Ouais, mais c'est le temps de la chasse, non? Ben non. Justement. En manque de repères positifs dans le monde moderne, Laurent Imbeau, grand voyageur, crée en 2009 Goodness TV. C'est un site de partage de vidéos et web télé qui se consacre à tous ceux et celles qui travaillent à faire une différence dans la société. Avec une énorme banque de vidéos de partout à travers le monde et dans plus de 15 langues différentes, ce site consacré aux bonnes nouvelles a pour slogan « Ensemble, changeons le monde dans lequel nous vivons ». C'est avec un grand honneur que Star Inspiration Radio Web Télé vous présente en exclusivité une entrevue en tête-à-tête avec cet homme inspirant, Laurent Imbeau. Bonjour mesdames et messieurs, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Laurent Imbeau, notre invité spécial aujourd'hui. Laurent, on voudrait commencer par te demander un petit peu ton parcours de vie pour les gens qui te connaissent peut-être pas. Au départ, j'ai été, mais je suis toujours comédien professionnel. J'ai joué dans plusieurs séries, dont entre autres Watatata pendant 10 ans. J'ai fait plusieurs films, un peu de théâtre. Au niveau professionnel, ça a été l'essentiel de mes activités. Par contre, depuis plusieurs années, j'ai développé autre chose. On a commencé à produire. On produit encore beaucoup aujourd'hui pour une web télé. Donc, ça se résume un peu à ça, dans la mesure où j'ai toujours été en production ou d'un côté de la caméra ou de l'autre. Puis vos nouveaux projets s'intitulent quoi? Il y a quelques années, pour faire une longue histoire très courte, mais qui ne sera pas courte jamais, parce que les belles histoires ne le sont jamais, suite à une conversation avec ma mère, qui avait à l'époque 92 ans, mais qui était toute là, il y a un projet qui est né de ça, d'une conversation que j'ai eue avec maman qui me dit « Laurent, je suis content de mourir bientôt. » Là, je suis content de mourir bientôt. Tu vois, je regarde le monde autour de moi, puis je ne reconnais plus ce monde-là. Je ne vois pas l'espoir dans ce monde-là. Et je lui ai répondu « Maman, si on avait vécu au temps des Romains, quand on prenait les gens et on les mettait dans les stades pour les faire manger par des lions, des animaux sauvages, si on avait vécu au Moyen Âge, est-ce que tu aurais pensé qu'il y avait plus d'espoir pour l'humanité? » Et finalement, je me suis rendu compte que le reflet du monde dans lequel on vit est très important. Et le reflet actuel du monde dans lequel on vit, c'est un reflet médiatique. La religion, les structures religieuses, les groupes religieux sont un peu éparpillés un peu partout. Ça n'a plus la valeur symbolique que ça avait. La société, même les regroupements de sociétés au niveau des quartiers, les gens ne se connaissent plus. Il n'y a plus cette cohésion qu'il y avait. Donc, le reflet du monde qu'on a, c'est le reflet médiatique, finalement, quand on ouvre la télé. Quand on écoute les nouvelles, quand on lit les journaux, enfin, on lit les magazines et tout ça. Et c'est un reflet essentiellement axé sur le hors-norme. On dit, quand les gens heureux ne font pas de nouvelles, il n'y a pas de nouvelles là. Mais en même temps, on s'habitue à voir cette espèce de reflet médiatique qui est axé sur la catastrophe, sur la criminalité, sur des aspects vraiment négatifs de l'humanité, finalement. Sensationnel. C'est le sensationnalisme, c'est tout ça. Et on a établi une espèce d'armure
Si je vois à la télé, aux nouvelles, qu'il y a 80 personnes qui sont mortes dans une explosion d'une bombe en quelque part dans un pays, en Irak ou ailleurs, ça ne me touche pas du tout. Je suis absolument, émotivement blindé. D'autant plus que tout de suite après ça, on va passer à une nouvelle du sport ou à une nouvelle les mineurs de la Côte-Nord, ou on va s'en aller à Québec, ou on va s'en aller à Ottawa. Tu sais, on est un peu, je dirais, barouetté d'un côté à de l'autre avec des nouvelles. On nous envoie de l'information, mais en fait, c'est pas mal de l'information spectacle et on n'a aucun lien émotif avec ça. Alors, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on a des postes, des canaux spécialisés pour n'importe quoi, finalement. Tu en as pour la boxe, la lutte, les courses d'auto, tu en as pour la cuisine, tu en as pour le voyage. Mais il n'y en a pas un qui se consacre à l'humanité, à ce qu'il y a de beau dans l'humanité, à l'espoir dans l'humanité. Le sensationnel est plutôt négatif que positif. Il pourrait être positif, mais en général. Il pourrait être positif. Les médias est pour le négatif. Puis dans le fond, il y a des milliers et des milliers de personnes qui travaillent chaque jour pour aider les autres. Ils ne font jamais une nouvelle, ces gens-là. Il y a des milliers de personnes comme moi qui sont des gens pleins d'espoir, dans le fond, qui ont... Dans le fond, la valeur fondamentale de l'être humain, c'est l'espoir. C'est ce qui fait que je suis ici et que tu es là aujourd'hui, et que derrière moi, comme derrière chaque être humain, il y a des dizaines et des centaines de milliers d'individus qui ont cru que demain serait meilleur, qui ont cru qu'on allait s'en sortir et qu'on allait faire un enfant et que cet enfant-là allait vivre une meilleure vie que celle qu'on vit. Et tu as des centaines de milliers de gens. Moi, je suis la résultante de l'espoir de tous ces gens-là. Je porte ça sur mes épaules. Je suis responsable de ça. Comme si on avait une connaissance intrinsèque de l'évolution. Oui. Et que tu te voyais, moi, quand je regarde derrière, on voit, bon, on n'a pas une grande histoire au Québec, là. Donc je vois mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, puis passer ça, je peux faire une petite recherche, puis là, on arrive au 17e siècle, on s'en va en France, puis là, je perds. Mais on pourrait faire cette recherche-là. Et ce lien, il est réel. Il n'y a pas de vide. Il n'y a pas de vide entre moi et mon père et ma mère. Il n'y a pas un instant où il n'y a pas eu un contact humain. C'est pas une génération spontanée, ça. On n'est pas dans une éprouvette, là. Donc, il y a eu un contact entre deux êtres humains, et ce contact-là est venu d'un autre contact entre quatre êtres humains. Et là, tu remontes, puis tu peux remonter à l'Antiquité avec ça. Et je suis, moi, comme toi, la résultante de tout ça. Moi, je trouve que la valeur de l'espoir, c'est une valeur fondamentale. C'est la valeur avec laquelle, le sentiment avec lequel la plupart d'entre nous se levons le matin. Ne serait-ce que je me lève le matin et j'espère qu'il va faire beau. On regarde dehors, va-tu faire beau? On écoute la météo. On espère qu'il va faire beau. On espère qu'on va passer une belle journée. On espère qu'on va être capable de nourrir notre famille, qu'on va pouvoir se réaliser, qu'on va pouvoir être en santé. L'espérance, c'est une vertu catholique que la religion catholique a récupérée. Il y a beaucoup de mots que la religion catholique a récupérés et qu'on a jetés à la poubelle à un moment donné. Alors, l'espérance, la charité, la bonté, ce sont des termes qui sont chargés, très, très chargés de signifiants qui ne sont pas toujours heureux. Est-ce que tu penses que les médias aujourd'hui ont tendance à augmenter l'espoir dans le peuple ou diminuer? Je pense que la réponse est claire, là. Tu sais, on regarde par exemple tout le travail de Michael Moore quand il a fait son Bowling in Columbine, et il se rend compte et il démontre à quel point on instille la peur de l'autre, la peur de ce qu'on ne connaît pas. Et ce qu'on ne connaît pas aux États-Unis, c'est le noir, le mexicain, le latino, le pauvre. Et on instille la peur en montrant tout le temps des images négatives qui fait qu'en bout de ligne, tu barres ta porte et dès qu'il arrive quelqu'un, tu es toujours nerveux, qu'est-ce qu'il me veut? On est toujours méfiant par rapport à l'autre, comme si la vie qu'on a nous appartenait. Or, quand on va commencer à parler de la vie qu'on a et de ce que je perçois et ma philosophie de vie, on se rend compte que la vie, c'est une totalité. Je suis comme un diamant à 7 milliards de facettes, là. Donc, chacun d'entre nous est
une couleur de ce diamant-là, mais il y a juste un diamant qui est là. Bon. Et là, je suis propriétaire de ce corps-là. En fait, je suis plutôt locataire de ce corps-là. Je l'ai pris en passant, puis ça fait mon affaire. Qui est l'équivalent à une facette du diamant, je Oui. comprends bien ton analogie. Oui. Et ce corps-là, éventuellement, il va me lâcher, là. Et puis, la chanson disait My body has been a good friend, but I won't need it when I reach the end. Qui était, comment j'oublie son nom, le chanteur, il y a longtemps, là. Mais mon corps, ça a été un bon ami, mais quand je vais arriver à la fin, il va me lâcher et il ne m'appartient pas, en fait. Je suis comme, j'ai l'impression des fois d'être dans un 747. Quand tu regardes un 747, qui est une immense machine, qui est une mécanique extraordinaire, tu as juste deux petits hublots en haut. Mes deux petits hublots, ce sont mes yeux, tu sais. Et moi, je suis là et je regarde le monde à travers mes yeux dans un véhicule qui est comme un 747 qui traverse la vie. Mais en bout de ligne, un jour, l'avion va arriver au port, l'avion va arriver à l'aéroport et puis il va se stationner là, puis ça sera terminé, là, tu sais. Je serai débarqué de cet avion-là, tu sais. Donc, je me suis dit, pourquoi il n'y a pas un endroit où on puisse avoir un rapport avec le média qui soit un rapport de type émotif, un rapport qui m'amène à porter un autre regard sur le monde. On s'est dit, on va faire une télévision, on va faire un poste, canal spécialisé. Alors, on a approché le CRTC, ils nous ont dit, oui, on vous envoie les documents, remplissez les formulaires, retournez-nous ça avec un chèque d'1,5 million, puis on va étudier votre demande. Et là, on s'est fait, oups! Alors, tu vois la réaction, tout de suite, on s'est dit, non, c'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça sur Internet? Alors, j'ai rencontré un jeune programmeur qui s'appelle Jonathan Moquin, qui est président d'une compagnie qui s'appelle Globalia, qui est une jeune compagnie. Et on s'est assis et je lui ai dit, j'ai présenté le projet comme ça. Je lui ai dit, pourquoi? On peut-tu créer un espèce de YouTube, si tu veux, de site, télévision, où on aurait juste des bonnes nouvelles, des nouvelles positives sur l'état du monde. Comment s'appelle le site? Alors, on a créé Goodness TV. goodnesstv.org, parce qu'on n'a pas pu avoir le point TV, parce qu'il appartient à quelqu'un d'autre qui ne s'en sert pas, ne veut pas nous le donner. Non, mais de toute façon, on a créé Goodness TV. Et puis, là, y a une version française et anglaise? C'est la même, c'est-à-dire qu'au départ, on a créé Espoir TV et Goodness TV, mais avec le même contenu. Et là, Google a fait « Non, ça ne marche pas. On ne peut pas avoir le même contenu référencé à partir de 2.com ou 2.org ou 2. Machin. » Alors, il a fallu prendre une décision et on s'est dit « Bon, on ne va pas commencer à traduire Esperanza TV puis la traduire dans toutes les langues. » On a privilégié avoir Goodness TV. Puis dans le fond, Goodness TV, c'est le premier mot qui m'est venu pour ce projet-là, c'était Goodness TV. Pourquoi? Parce que Goodness, ce n'est pas un terme qui est chargé. Comme je te disais tantôt, il y a des termes chargés. Même espoir, c'est très chargé. Ça a des connotations peut-être religieuses. Oui. Pour certains. Hope TV aux États-Unis, c'est les renés, les chrétiens qui sont renés, les newborn again. Tout ce qui est... c'est très chargé symboliquement. Alors que goodness, c'est un état d'être. Tu peux dire ça d'une pomme. Bon, nous on adapte ça à l'être humain, mais c'est un état d'être qui est simplement de la bonté, mais de la bonté dans l'état. Alors, on a créé Goodness avec Globalia. Ça fait 2 ans maintenant, on est en 2011, donc ça fait 2 ans que ça existe, la version française. On a ensuite développé la version anglaise. Et là, on travaille sur la version espagnole. Et on est rendu à peut-être 3000 vidéos, là. Et on a commencé à produire. Pourquoi produire? Parce qu'on veut avoir, d'une part, du matériel original, et c'est difficile de trouver du bon matériel pour le net. Les gens on n'est pas encore habitués là, à produire pour l'Internet. Et aussi le fait qu'on veut, à terme, devenir une vraie télé. Une vraie télé, c'est-à-dire que tu aurais un bulletin de nouvelles quotidien. Alors, bonjour, à 5 heures, tu as un bulletin de nouvelles avec Bernard de Rome, mais c'est juste des bonnes nouvelles. C'est des bonnes nouvelles. Juste que des bonnes nouvelles. Qu'est-ce qui fonctionne? Et là, on est en train de mettre sur pied un réseau de journalistes, des jeunes journalistes, à travers l'Afrique, à travers l'Amérique du Sud, des gens qui n'ont jamais de voix. Non seulement ça, mais ils ne sont jamais capables de diffuser ce qu'ils font. Parce qu'il n'y a pas d'endroit pour le faire, parce qu'il n'y a pas de réseau qui vont accepter leur topo. Nous, on leur dit, bien écoutez,
On va accepter vos topos, mais il faut que ce soit des bonnes nouvelles. Qu'est-ce qui fonctionne chez vous? Qu'est-ce qui fonctionne au Burkina Faso? Qu'est-ce qui fonctionne en Afrique du Sud? Qu'est-ce qui marche au Pérou? Qu'est-ce qui marche en Bolivie? Donnez-nous des exemples de ce qui fonctionne. Et puis, tu te rends compte qu'en regardant ça, il y a des centaines de milliers d'initiatives qui marchent, puis qui donnent espoir que collectivement, on va s'en sortir. Pourquoi? Parce que l'être humain ne peut pas vivre en solitude. C'est un être collectif. Or, on vit maintenant dans une espèce de société où tout le monde est isolé, les gens s'en vont sur la rue avec des écouteurs, on s'en va dans le tunnel. Pas comme ça qu'on va s'en sortir, c'est pas possible. Alors, on demande aux politiciens de faire un travail qu'ils ne sont pas capables de faire. Je veux dire, c'est pas des surhumains. On a demandé à Obama, quand on l'a élu, qu'est-ce que Obama a généré à travers la planète? Le sentiment d'espoir. C'est ça qui a généré. Les gens disaient, voilà quelqu'un qui va pouvoir changer les choses. Or, je veux dire, Superman, là, il est beau, mais il essaye, mais il n'est pas capable. Et quand on a vu, par exemple, la conférence climatique à Copenhague, il y avait 110 chefs d'État qui sont allés à Copenhague se réunir pour parler de la justice, par exemple, de réchauffement climatique, de justice climatique. Ils n'ont jamais été capables de s'entendre. Pourtant, tu avais des centaines de milliers de personnes dans la rue qui s'entendaient très bien, de toutes les nations. Tu avais des millions de personnes à travers le monde qui s'entendaient très bien, de toutes les nations. Demande pas aux politiciens. C'est pas possible. Il faut, en quelque part, que les humains se solidarisent eux-mêmes et qu'on arrête de demander aux autres de faire ce qu'on doit faire, nous. C'est à nous de prendre en charge ce qu'on veut qu'ils changent. C'est pas à eux. Oui, le système ne le permet pas. Et puis, les gens par peur, probablement, donnent leur responsabilité à autrui. On donne très bien notre responsabilité. On donne notre responsabilité. Mais on est dans une époque, je trouve que c'est une époque extraordinaire. D'abord, l'être humain n'a jamais vécu, l'humanité n'a jamais vécu ce qu'on vit maintenant. Il y a eu de grandes civilisations, les Romains, les Grecs, les Aztèques, les Mayas, les Chinois. Il y a eu de grandes civilisations. Mais planétaires, jamais. Les êtres humains, maintenant, on est 7 milliards et on arrive à communiquer. Moi, je suis étonné. Des matins, je me lève, je regarde les statistiques Google et j'ai des gens de 125 pays qui sont venus visiter Goodness TV, qui ont regardé des vidéos, qui ont été touchés par un message en quelque part dans Goodness TV. Jamais je n'aurais pensé, quand j'étais jeune, que je pourrais un jour parler à des gens dans 125 pays. C'est pas possible. Aujourd'hui, on a, en même temps que les défis sont immenses, on a des moyens énormes. Sauf que j'ai l'impression qu'on n'en prend pas conscience. On ne prend pas conscience du pouvoir citoyen. Le pouvoir citoyen, c'est le tien, le mien, c'est le pouvoir de se révolter, le pouvoir de s'indigner. D'ailleurs, ce Français qui a écrit ce livre qui s'appelle « Indignez-vous », ce pouvoir de voir la misère du monde et de s'indigner, ça nous appartient. Quand tu vois quelqu'un qui crève de faim, ça t'appartient de t'indigner et de faire « non ». On est la première génération qui peut mettre fin à l'extrême pauvreté. Ça n'a jamais été possible avant. On a mis fin à plein de maladies à travers le monde parce qu'il y a eu des volontés globales de mettre fin à des choses. Là, on est au point où on peut mettre fin à l'extrême pauvreté. Comment? En nous indignant. Comment peut-on penser qu'il y a pas loin de 2 milliards d'individus, 2 milliards d'individus sur la planète qui vivent avec moins que 1 $ par jour? C'est quoi 1 $ pour toi? Pour moi, 1 $, là, c'est 7 cents. C'est 7 minutes de stationnement sur le plateau Mont-Royal. C'est ça, 1 pièce pour moi. Pas compliqué, là. Mais 1 pièce, là, puis j'ai 10 minutes de stationnement, 15 minutes de stationnement. Pour moi, 1 pièce, ça ne veut rien dire. Il y a des gens qui élèvent des enfants, qui les envoient à l'école, qui nourrissent leur famille. Avec 1 $ par jour, impossible. Impossible. Ces gens-là ont les mêmes dents que moi, ont le même foie que moi, ont la même peau que moi, donc les mêmes maladies. Quand un enfant est malade et que tu fais 1 pièce par jour, qu'est-ce que tu fais avec? Tu es capable de nourrir ton enfant, tu n'es même pas capable de le nourrir. Et nous, on accepte ça en se disant, c'est comme ça. C'est pas notre problème. C'est pas notre problème. C'est à l'autre bout du monde. C'est à l'autre bout du monde, c'est loin. Sauf que loin, là,
c'est à côté. Si on regarde les images de Somalie actuellement qui nous arrivent, là, et du Kenya et tout ça, tu regardes ça, loin, là, ces images-là sont tournées real time, là. C'est pas, on envoie un reportage qui prend un bateau, là, puis qui prend, tu sais, on l'apprend 6 mois plus tard, là. Là, c'est CNN, live. Et là, tu la vois. Comment peux-tu rester insensible à ça? Comment peux-tu ne pas te révolter devant cet état de fait, de cette misère à travers le monde dont on est responsable? Parce que dans le fond, tu sais, quand tu y penses, prenons l'air, par exemple, ou prenons l'eau. Il n'y a pas de nouvelle eau sur la Terre depuis le début de la Terre. C'est la même eau. L'eau que je bois maintenant, qui est dans mon verre, là, qui est là, cette eau-là, ils l'ont bu au Moyen Âge, ils l'ont bu au temps du Christ, ils l'ont bu au temps des cavernes, c'est la même eau. On n'a pas créé de nouvelle eau. C'est pas possible. Alors, plus j'en ai, moins il y en a ailleurs. C'est aussi simple que ça. La richesse, la même affaire. Plus on a de richesse, moins il y en a ailleurs. C'est la même chose que l'air. Plus tu as de l'air, plus tu en gardes, moins il y en a ailleurs. Il n'y a pas rien, il n'y a pas tout ce qui existe a toujours existé de toute éternité. À partir de ça, bien, peut-être qu'on doit réfléchir à comment on le partage. Parce que toute la notion de possession est liée à la notion du « je », la notion du « moi ». Moi, j'ai l'impression d'exister, indépendamment de toi. Right? On est indépendant. Right? On va avoir l'illusion. C'est une... Moi, j'appelle ça l'existence. C'est la transe de l'existence. J'ai l'impression d'être séparé de toi, séparé de tout le monde, séparé du fauteuil. Or, on sait très bien que si tu t'en vas au niveau sous-atomique, et au niveau atomique et au niveau sous-atomique, il n'y a que des atomes ici, là. Et tous les atomes sont liés. L'air qui est entre toi et moi nous lie. Oui. Moi, quand je respire et que j'expire, il y a des particules de moi, parce que l'air que je respire s'en va dans toutes les cellules de mon corps. Toutes les cellules de mon corps ont besoin d'air. Donc, l'air s'en va partout. Et quand elle ressort, il y a de la vapeur, il y a de moi dans cet air-là. Que toi, tu vas respirer. Donc, je deviens toi. Et toi, tu deviens moi. Il n'y a pas de vide ici. On est lié pas seulement, on peut dire énergétiquement, mais aussi physiquement. On est lié physiquement. L'air que je respire, par exemple, moi, j'ai l'impression de respirer de l'éternité. Je respire de l'infini. C'est pas compliqué. L'air qui est ici, qui est à l'intérieur de moi et qui est à l'extérieur de moi, quand tu continues de monter, puis tu arrives dans la stratosphère, il n'y a pas de vide, là. L'air est lié à la stratosphère, qui est lié à l'autre couche supérieure après, qui est lié à l'autre, qui est lié... Tout est lié. Moi, quand je respire tout ça, là. Je suis partie prenante de toute la création d'un seul coup. Ici, maintenant, là. Juste par la respiration. Juste par la respiration. D'ailleurs, la respiration, c'est intéressant parce que c'est le seul réflexe dont tu peux être conscient. Les gens disent « Ah, je me pratique à être ici maintenant. » Bien là, tu n'es pas ici maintenant quand tu dis que tu te pratiques à être ici maintenant. Par contre, ton corps est 100% dans le moment présent. Ton corps n'est jamais dans le passé. Ton corps existe maintenant, comme le mien, à 100% dans le moment présent. Ce qui n'est pas dans le moment présent, c'est mon esprit, qui, lui, est toujours décalé, parce qu'il interprète le moment présent. Il peut l'interpréter dans le passé, il peut même l'interpréter dans le futur, mais il interprète, il n'est pas dans le moment présent. Or, la respiration, c'est le seul réflexe du corps, qui, lui, est 100% dans le moment présent, dont moi, je peux être conscient. Donc, quand je me perds, on se perd dans nos angoisses, puis on se perd dans toutes sortes d'affaires. Je reviens dans la respiration et tu es dans le moment présent automatiquement. Forcément, parce que le corps, lui, il ne vit pas dans le passé, il ne vit pas dans le futur. Le corps est maintenant. Le corps, le temps n'existe pas pour le corps. Y a-t-il des moyens de peut-être approfondir ce concept-là dans peut-être des techniques de respiration? Il y a certainement... pratiquez vous-même? J'ai fait beaucoup de méditation. J'ai voyagé en Inde beaucoup. En fait, j'ai habité 4 ans en Inde. Et j'ai voyagé
avec des sadhus, donc des hommes saints. Je ne suis pas allé beaucoup dans les ashrams parce que le trip de groupe, moi, ça ne m'a jamais tellement intéressé. Mais j'ai été initié à une technique qui s'appelle le Vipassana, qui est une technique de méditation bouddhiste, qui est basée sur la respiration. Donc, la respiration devient ton ancre dans le réel. La seule ancre que tu peux avoir, la seule poigne que tu peux avoir sur le réel, c'est la respiration. Parce que ton corps, lui, est là et il est dans le réel. Le restant, là, même quand tu dis « je pense à ma respiration », tu n'es pas dans le réel. Tu es dans le virtuel. Tu penses à ta respiration. Tu ne respires pas. Quand tu dis « je suis », c'est plutôt de la ressentir que d'y penser. c'est de devenir ta respiration. Et en devenant ta respiration, en entrant dans ton corps, tu entres dans le réel. Mais dès que tu es dans le réel, tu dis « ah, je suis dans le réel ». Tu n'es plus dans le réel. Tu es un step en arrière. Tu viens de te voir dans le miroir. Dans le fond, l'ego, c'est un miroir qui te reflète. Donc, tu te regardes dans le miroir, tu fais « hey, moi, je suis là ». Mais tu n'es pas dans le miroir, tu es là. C'est intéressant, ça. Puis il y a plusieurs techniques. Il y a des gens qui font du yoga, il y a des gens qui font de la méditation, puis c'est tout correct, ça. L'idée, c'est de casser la transe dans laquelle on est. Parce que quand tu regardes moindrement ton corps, qui est cette machine de réel dans laquelle tu es, parce que tu n'en as pas d'autre, là, si tu regardes toutes les fonctions physiques de ton corps, puis sans aller dans la médecine très loin, là, le sang, par exemple, qui circule. Pendant que je te parle, moi, j'ai une pompe, là, qui pompe tout le temps, là. Tout le temps, tout le temps. Puis le sang, là, ça... Si je l'entendais, là, il y aurait un silement, là, puis ça cille, là. Les organes sécrètent ce qu'ils ont à sécréter. C'est une machine incroyable. C'est une machine pas possible, qu'on connaît absolument pas. Fait que quand tu as mal en quelque part, tu te fies au fait que la compagnie te dit que prends cette pilule-là et tu n'auras plus mal. Mais tu vas voir pourquoi, tu vas pas voir pourquoi tu as mal. On est des inconnus à l'intérieur de notre propre corps. Le capitaine en haut, dans son avion, là, il n'est jamais sorti de sa cabine pour aller voir le restant de l'avion qui est en arrière. Pour lire le manuel d'utilisateur? Il est sur le pilote automatique. Pas de manuel. Il est sur le pilote automatique. Il marche là, puis il s'en va, puis il se réveille le matin, puis il s'en va, puis il se pose jamais la question. Attends une minute, je me réveille. Un instant, mais qui s'est réveillé ce matin? C'est-tu le même gars qui s'est couché la veille? Il s'est passé quoi pendant ces 8 heures? D'ailleurs, mon corps... Qu'est-ce qui s'est passé au véhicule? Tu sais que mon corps, moi, je le trouve exigeant. Hein? Je trouve que cette machine, c'est high maintenance, comme on dit. Hein? Faut que je le nourrisse 3 fois par jour. Hein? Faut que je le couche 8 heures par jour. Puis là, à l'âge que je suis rendu, il faut que je le couche l'après-midi aussi, parce que là, il n'est plus capable. Donc, le moindrement que je m'arrête et je regarde ce que je suis, pas dans ma tête, là. De base, là, je regarde mon corps, je suis dans un état d'émerveillement. Tu n'as pas idée. C'est absolu. C'est une machine... Écoute, les ongles qui poussent. Explique-moi ça, toi, les ongles qui poussent. Comment ça fait que des ongles poussent? Les cheveux qui poussent. Explique-moi ça, toi. Comment ça fait que des cheveux poussent? C'est quoi l'idée de faire pousser des cheveux? L'œil, la vision, la capacité que j'ai de voir, la capacité de prendre un son, de le transformer à travers une série de canaux et de lui donner un sens. Aïe, aïe, là. Je suis... Puis ça s'applique à n'importe quoi. Je veux dire, j'ai de la difficulté à tuer un maringouin. Es-tu capable d'en créer un maringouin, toi? Non. Est-ce que l'être humain est capable de créer une fourmi? Y a-t-il un scientifique dans son laboratoire avec tu sais, les gros scientifiques qui ont des grosses compagnies, là? Ouais, fais-moi donc un maringouin, voir. Fais-moi donc un ver de terre. Fabrique-moi donc une araignée, tiens. Tiens, pas capable. Incapable. Pourtant, c'est rien du tout. Tu vois, aïe, aïe, il m'a piqué, il est mort. Mais lui, cette vie-là, c'était quoi ça? Pour lui, le maringouin, c'était quoi la vie? Ça lui appartenait, cette vie-là. Ça lui a été donné comme la mienne m'a été donnée. Moi, je le perçois que tu es en train de me faire mal. Lui, il me fait pas mal dans sa tête. Lui, il a besoin de sang pour ses œufs, pour avoir une progéniture, pour continuer exactement ce que je fais là quand je fais des enfants. Il fait la même affaire que moi. Ah ben là, il ne fera pas ça à moi. T'sais, bon, mais... Est-ce que nous autres, on fait la même chose que les maringouins? C'est-à-dire? De prendre du sang? On fait la même chose. Les êtres humains se font ça entre eux.
Donc, la difficulté que je trouve... Je pensais plutôt à notre côté carnivore, peut-être. Oui. Ah ben oui. Ça se ressemble un peu. Ben oui, ça se ressemble un peu. Si les vaches pouvaient te donner une tape sur la tête à chaque fois que tu t'approches avec un couteau, tu es sûr que tu en mangeras moins de steak. Est-ce qu'on mange beaucoup de lions? Pas beaucoup. Non, parce que dans le fond, juste pour l'attraper, tu fais bon, attraper quelque chose qui est plus facile à manger. Donc, je trouve extrêmement difficile de casser cette coquille-là dans laquelle on vit tous, qui est une coquille de solitude, une coquille de moi, j'existe. Quand tu commences à comprendre à quel point il n'y a qu'une seule chose qui existe ici, déclinée en milliards de facettes, mais que la vie, toute la vie, n'est qu'une seule chose, je deviens pas mal plus responsable de l'autre, parce que l'autre, c'est moi. Parce que ça fait partie de moi, parce que c'est la même chose que moi, finalement. Ça participe à la même unicité des choses. Alors, c'est plus difficile de juste dire, « concerne pas, ça ne me regarde pas, je fais rien ». Parce qu'en bout de ligne, qu'est-ce qui va nous rester, toi et moi, quand on va mourir? De cette vie qu'on a vécue sur Terre, qu'est-ce qui va nous rester? Peut-être ce que vous avez dit au début, est-ce qu'on a créé plus d'espoir ou moins d'espoir? Est-ce qu'on a créé plus d'amour? Est-ce qu'on a participé? Parce que la vie, c'est un acte d'amour, la vie. Bon, écoute, on ne parle pas des viols, on ne parle pas des gens qui naissent dans des conditions épouvantables. Mais ça, en principe, pour la grande majorité des gens, la vie, c'est un acte d'espoir et c'est un acte d'amour. Comment je participe à ça, moi? Et si c'est un acte d'amour au niveau d'un homme et d'une femme, c'est certainement un acte d'amour au niveau de la grande création aussi. Bon, comment je m'inscris là-dedans, moi? Est-ce que je fais comme si ça n'existait pas? Puis pour moi, l'amour, c'est juste de... Bon, moi, j'aime mes enfants, puis le restant, je limite mon amour. Je peux très bien faire ça. Mais je peux très bien m'ouvrir aussi, puis le moindrement que je m'ouvre, ça devient un grand geste d'amour. Toute la vie devient un grand geste d'amour. Bon, ça ne m'empêchera pas de tuer un maringouin si c'était de me piquer, parce que je n'aime pas ça. Mais je vais m'en excuser, un peu comme les Indiens, les Amérindiens s'excusent ou demandent la permission de tuer le buffle avant de le tuer parce que... Comme les musulmans et les juifs font avec le prêtre qui bénit l'animal avant de... De comprendre qu'on doit, en quelque part aussi, je dois à ce corps-là de le nourrir. C'est la grande tragédie de l'être humain. C'est la grande tragédie de la vie, c'est qu'on doit alimenter le véhicule. Autant le lion que le tigre, que la fourmi, que n'importe qui, que toi et moi, on doit alimenter cette affaire-là. Et pour l'alimenter, bien, on doit prendre ce qui est autour. On doit prendre des ressources qui sont autour. La question, c'est comment on les prend. Les Jains en Inde, par exemple, refusent de tuer la moindre petite créature. Donc, quand ils bâtissent des maisons, c'est l'enfer, là, parce que ils vont déplacer, et forcément, il y a des insectes, il y a des trucs dans la terre, et c'est dramatique, là, tu sais. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire de manger de la viande? Non, moi, je pense pas. Je pense qu'on en mange beaucoup trop. D'ailleurs, on pourrait éliminer probablement 90% des cancers si on arrêtait d'en manger. Mais l'industrie est faite de telle sorte que c'est ça qui coûte pas cher, puis ça remplit, donc c'est fast food, cheap food, c'est comme ça. Donc, mais je crois qu'on... Tu sais, c'est drôle à quel point l'être humain développe des trucs pour aller sur la Lune, pour aller en espace, pour aller... On n'est même pas capable de s'occuper des gens sur la Terre ici. Parce qu'encore là, on se met des barrières. Moi, j'ai, toi, t'as pas. Si moi, j'ai... Puis ça, c'est le paramount, comme on dit aux États-Unis, du free enterprise. C'est au plus fort la poche. Si moi, je suis capable... Puis le problème avec ça, c'est que quand on a inventé le papier, hein, au lieu du troc, quand on a inventé le papier, on a créé un trou sans fond. Parce que si je te troque une livre de beurre pour, je sais pas, un pain, bon, je peux bien te troquer 100 livres de beurre pour 100 pains, mais je ne pourrai pas y manger. Je peux bien te troquer 100 livres de beurre pour 2 poches de miettes, puis en quelque part, il y a une limite, je ne peux pas le mettre en quelque part. Donc, il y avait une régulation qui se faisait. Il y avait un équilibrage qui se faisait parce que tu ne peux pas d'abord le stocker ou l'entreposer ou le conserver plus longtemps que tu peux le conserver. Il y a une limite, là. Mais en créant le papier, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de fond. Il
n'y a pas de fonds. Alors, je me souviens d'avoir demandé à un ami, moi, qui faisait beaucoup d'argent. Puis on était jeunes, puis j'ai dit, oui, mais ça s'arrête où, ça? Ça s'arrête jamais. Ça s'arrête pas. Quand t'as 1 million, t'en veux 2. Quand t'en as 2, t'en veux 4. Quand t'en as 4, t'en veux 8. Quand t'en veux 8, t'en veux 16. Quand t'en as 16, puis dans le fond, t'en veux 1 milliard. Puis quand t'en as 1 milliard, t'en veux 1, t'en veux 2. Donc ça, c'est toute la répartition de richesse qui se déséquilibre, forcément. Parce que dans le fond, je regarde des fois, souvent dans les journaux, les gens meurent, un tel, tu vas voir, OK, un tel est mort, tu fais... Bon, OK, là, ce gars-là est mort, il avait combien d'argent en banque? Il s'est inquiété toute sa vie de ne pas en avoir, d'en avoir plus. Il est mort, il y avait une maison, il y avait une auto, il y avait tout ça. Mais là, ça lui a donné quoi d'avoir tout ça, là? Puis de s'inquiéter pendant toute sa vie pour avoir ça, là. Tu pars-tu avec? Est-ce que l'argent amène le bonheur? Rend la vie peut-être confortable, mais Bouddha disait, et ça, c'est... Je ne suis pas bouddhiste, mais je vais chercher ce qui me plaît dans les religions, parce que des fois, il y a des perles de sagesse, et ça, c'en est une. Bouddha disait, l'argent, c'est comme une rivière. Ça coule. Tout le monde a une tasse. Quand tu as soif, penche-toi, prends de l'eau, bois, puis quand tu n'as plus soif, bien, remets l'eau, parce que si tu la gardes dans ta tasse, elle va te rendre malade. Parce qu'elle va devenir stagnante dans ta tasse. Moi, j'ai toujours vécu comme ça. Je n'ai jamais manqué d'argent, j'en ai jamais eu. Je ne sais pas comment ça se passe, mais quand j'ai besoin d'argent, il y en a. Puis il y en a assez pour... J'en ai assez pour manger, payer les affaires. C'est correct, c'est pas besoin de plus que ça, pas besoin d'accumuler. Puis ça s'est accumulé tout seul, puis dans le fond, ça ne serait pas là, ça serait pareil. Parce que j'ai compris une chose, puis c'est récemment j'ai compris une chose. On vit sur une planète. Je vais la mettre ici, la planète. Dans un système solaire. OK? Système solaire, et mettons, mets-les là. Bon. Autour du système solaire, tu as d'autres galaxies. On les met toutes là. OK? Bon. Et puis, tout ce que tu peux imaginer, encore là, toutes les galaxies, les milliards d'étoiles que tu vois l'été dans un ciel magnifique du mois d'août, sont toutes là. OK. C'est où, ça? As-tu une idée? C'est où, ça? C'est où par rapport à quoi? C'est où? C'est où? C'est où par rapport à quoi? Parce que tout le par rapport à, tu l'as tout mis là. Mais ça, c'est où, ça? Là, je me suis rendu compte que je pouvais pas avoir de sécurité. Je ne pouvais pas avoir de sécurité. Dans ce monde-là, dans cet univers-là, il n'y a aucune sécurité. Je vis dans un corps qui ne m'appartient pas. Je ne sais même pas quand je suis né, je ne sais même pas quand je vais mourir, je ne sais même pas, je ne sais rien du tout. Je ne sais rien. Donc, je ne peux pas être insécure. Je ne peux pas être sécure. Je veux dire, je ne peux pas être sécure. Il n'y a aucune sécurité possible. Or, dans le monde de dualité, parce qu'on vit dans un monde de dualité, si tu as de la sécurité, tu as de l'insécurité. Si tu n'as plus de sécurité, qu'est-ce que tu n'as plus? Tu n'as plus d'insécurité. Ça veut dire que les deux concepts sont erronés. Les deux concepts sont erronés. Qu'est-ce qui reste? Je respire. C'est ça qui reste. C'est tout ce qui reste. Tout ce que je peux savoir du monde dans lequel je vis, c'est ce que mon corps vit actuellement. Je respire, je suis là, j'existe. Et même encore, quand je dis j'existe, c'est j'existais. Parce que le temps que je le dise, la rivière est passée. C'est comme si tu disais, la vie, c'est une rivière, puis à un moment donné, tu veux dire, là, la rivière, là, c'est ça. Mais la minute que tu dis ça, il est rendu là. Il n'est plus là. Ce qui est là, c'est le concept d'une rivière qui est resté là. Mais la rivière est passée, elle. On est trop accrochés à des concepts. Ben, c'est-à-dire qu'on choisit les concepts et on nous les donne aussi. Tu sais, pour moi, la vie, je reprends cette image-là, c'est une rivière. Tout le monde doit traverser la rivière de la vie. On s'entend? Tu pars d'un point, tu traverses la rivière, tu arrives de l'autre bord, tu abandonnes ton bateau. Le corps, c'est mon bateau. OK? Bon. Moi, puis tout le monde est différent. Tout le monde est différent. Moi, je saute d'une roche à l'autre. Je n'ai jamais eu d'emploi sécuritaire, je n'ai jamais eu de sécurité, jamais travaillé pour personne. J'ai passé de ma vie à sauter d'une job à l'autre, d'un contrat à l'autre. Je suis un pigiste, un éternel pigiste, c'est comme ça ma vie. À côté de moi, il y a des gens qui sont en canot, qui ont des jobs assez sécures, sont assis, puis ils s'en vont, puis ils traversent la rivière en canot. Puis là, tu montes un petit peu plus loin, puis tu as des gens qui sont en bateau. Puis t'en as qui sont en cruiser, comprends-tu, avec le champagne, et puis les filles, puis la grosse vie, puis toute la grosse affaire. Tant mieux, chacun fait sa vie, mais rendu au bout de l'autre bord de la rivière, il va falloir que tu le laisses pareil, ton bateau. Tu n'as pas le choix.
Bon, c'est une question de dire, moi, je veux traverser la vie en étant confortable. Si tu es capable de fermer tous tes hublots puis de regarder personne ailleurs, tant mieux pour toi, moi, je ne suis pas capable. Moi, je vois la vie telle qu'elle est, je la vois là et je fais... Je ne peux pas m'isoler. Je peux pas, pendant la période de la vie, m'isoler de la vie pour, une fois que je vais être rendu de l'autre bord de la rivière, réintégrer l'énergie cosmique. En ayant fait semblant que ça n'existait pas depuis 60 ans, que j'étais tout seul dans mon affaire. On pourrait dire, tu as manqué le bateau. Dans ce cas-là. Il y en a plein de bateaux. Chacun a sa propre façon de traverser la vie. Sauf que, de la minute où tu es né, c'est un miracle. Explique-moi ça, là. 1 milliard, quoi, ils disent qu'il y a plusieurs millions de spermatozoïdes dans une goutte de sperme, là, tu sais. Hey, les as-tu vus, toi? As-tu déjà vu ça, de se promener, là? Tu sais, ils montrent des fois des photos, là. Mais regarde dans ton sperme, à un moment donné, tu regardes, en vois-tu? Ce que tu vois, c'est une espèce de liquide pâte. Ça, là-dedans, là. Puis là, il y a un ovule, là, qui part dans la mer en devenir, là. Et de ça va naître un être humain. Aïe, aïe, qui c'est qui a pensé à ça? C'est complètement pété quand tu y penses, là. Puis cet enfant-là va naître dans le ventre de la mère, va grandir, va... Moi, je trouve que la vie, c'est un miracle. Donc, Darwin, c'est pas ton idole. Pourquoi? Puisque sa théorie de l'évolution, elle est peut-être pas vue sur un angle d'un grand miracle qui se passe, mais plutôt de... Il ne s'est jamais attaqué à ça. Je pense que lui s'est attaqué à la mécanique. On vit dans un univers scientifique où on parle de mécanique. On ne comprend pas pourquoi ça marche, mais on commence pas mal à comprendre comment ça marche, par exemple. On est capable de prendre ton cœur, le sortir et le remplacer par un autre. Pas mal fort, ça. Moi, je trouve que c'est quelque chose, c'est pas rien, ça. On ne peut pas dire pourquoi ton cœur bat, par exemple. Personne ne peut te dire ça. Mais on peut te le remplacer. Fait que c'est comme... On ne peut pas te dire comment la TV marche, mais on peut changer de poste. Mais même, écoute, le monde actuellement tel qu'il est, là, on est entouré d'ondes radio. Je pourrais, à n'importe quel moment ici, allumer une radio, un transistor, puis j'aurais de la musique, j'aurais du son, j'aurais du bruit, qui est là, mais que je ne perçois pas. Dans le fond, je ne suis même pas capable de voir mon nez dans mon visage. C'est te dire. Alors, les gens disent, « Ah, mais telle affaire, ça n'existe pas. Les âmes, ça n'existe pas. Les fantômes, ça n'existe pas. Bon Dieu n'existe pas. » Je ne le sais pas. Je ne vois même pas le nez dans ma face. Écoute bien, je suis en mesure de juger que quelque chose existe ou n'existe pas. J'ai juste pas la capacité de les percevoir. Mais on dit, on dit que les morts ne partent pas. Les morts restent ici tant qu'ils n'ont pas trouvé. Peut-être. Why not? On dit, la réincarnation, c'est pas possible. Pourquoi? On disait que la Terre était plate aussi. Bien, à un moment donné, hop, ça s'est retrouvé rond. Alors, regardons, on a changé d'idée. L'être humain met ses propres capacités, ses propres incapacités devant ses yeux très facilement. Ouais. C'est l'imitation. Ah, ben écoute, puis on est notre pire ennemi. Hein. Tu dis, j'aimerais ça devenir photographe. Ben là, tout de suite, tu vas dire, ouais, t'as jamais fait de photographie, t'as même pas d'appareil. So what? Puis mettons que tu as un appareil, là, tu as toujours quelqu'un qui va venir te dire, oh, tu es photographe, tu vas avoir de la misère à gagner ta vie. Hein? Bon. Je trouve que la plus belle capacité de l'être humain, c'est sa capacité de rêver. De rêver, et ça, c'est lié à l'espoir. Et le rêve, chez l'être humain, c'est cette capacité qu'on a de se dépasser, de partir d'un état dans lequel on est, de se projeter et de faire que ça arrive. Et on se limite tout... Je regarde les jeunes, des fois, c'est épouvantable. C'est à quel point, je leur dis aux jeunes, quand tu rêves, dis-toi même pas à toi-même. Quand tu as un rêve, c'est comme une plante. Si tu prends... J'ai des chênes à côté de chez nous qui font 45 pieds. Mais le chêne, quand il commence à pousser, là, quand il sort de sa petite cosse, là, tu prends entre les doigts comme ça, puis il est mort. Il est fini. Il ne poussera jamais. Quand il est rendu à 45 pieds, pour le mettre à terre, ça te prend toute une chaîne de ça, mon homme. Mais le rêve, chez l'être humain, c'est pareil. Le rêve naît dans le silence, naît dans le recueillement, naît dans l'intériorité. Tout d'un coup, tu as quelque chose qui vient, qui est « Hey, j'aimerais ça faire ça. » Ben, dis-toi-les même pas à toi-même, parce que la première personne qui va te dire que tu ne peux pas le faire ça, c'est la première personne, c'est toi qui vas te dire « Non, non, je ne peux pas faire ça. Oh non, c'est plate. Oh non. »
De quelle autre façon qu'on se met des limitations? On s'en met en se croyant pas, on s'en met en ne voyant pas la beauté de la vie. Chaque jour est un miracle sur cette planète. Écoute, on a visité des planètes, on est allé, hein, on a envoyé des sondes à des espaces. Écoute, avec les télescopes, ils sont capables d'aller à des... La seule vie qu'on a trouvée, c'est ici. Hein. Et que la vie soit ici, là. Je te parlais tantôt de tes ancêtres, là. Des 100 000 personnes en arrière. Ça en prend juste une pour se faire couper la tête sur l'échafaud. Ça en prend juste une pour mourir en bas âge ou mourir en couche, puis t'es pas là. Écoute, la vie, ça tient à très peu de choses. D'ailleurs, plus il remonte, parce que la vie remonte à 14 milliards d'années. Là. Ils sont capables de faire que le Big Bang, là, whatever that is, là, 14 milliards d'années en arrière. Je sais pas, là. Moi, j'ai envie de 60. Des fois, je trouve ça long. Imagine 14 milliards d'années. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Et que la vie sur Terre, ça s'est développé d'une manière absolument phénoménale. C'est un miracle absolu. Peut-être que ça existe ailleurs. Il y a sûrement d'autres endroits où la vie s'est développée, mais c'est tellement précieux. C'est tellement précieux ce qu'on a ici. Et ça tient à peu de choses. Ça tient à 1 degré plus près du Soleil. 3 kilomètres plus près du Soleil, puis on n'est pas là. Ça tient à pas grand-chose, tu sais. Puis on le voit tout de suite l'hiver. Écoute, l'hiver, là, c'est juste une rotation sur l'axe, hein? Puis on s'éloigne un petit peu du Soleil, puis là, il n'y a plus rien qui pousse, il n'y a plus un légume qui pousse, il n'y a plus rien qui vit. C'est tellement précieux, c'est tellement fragile qu'on doit protéger ça. Et je pense que, honnêtement, on est près d'un saut quantique. On est parti, l'être humain est parti, on est sorti des mers, on s'est développé à partir d'amibes dans la mer. Et si tu prends toute l'évolution de la vie, là, jusqu'à aujourd'hui. Et on a rendu aujourd'hui à se dire des choses comme ça, à ouvrir, à complètement s'ouvrir les consciences. On est, je pense, tout près d'un saut quantique. Prends une chenille, par exemple. Quand tu prends une chenille, là, mettons toute la famille des chenilles, là, puis toutes les chenilles qui se réunissent autour, là, puis ils commencent à se parler, là, tu sais. Y en a-tu une qui peut prévoir qu'ils vont devenir un papillon, toi? Bonne question. Pas une. Mais non, on est des chenilles, nous autres. On s'en va de même, on mange des arbres, on mange des arbres, on mange des arbres. Il n'y en a pas une qui sait ce qui s'en vient. Tout d'un coup, il arrive un phénomène, un cocon, puis du cocon sort un papillon. Excuse-moi, là, mais c'était-tu prévu, ça? Jamais. Peut-être qu'il pensait qu'il allait dormir et rêver quand il s'enfouait dans son cocon. On ne le sait pas. Mais on sait très bien que toute l'expérience des chenilles ne les amène jamais à concevoir qu'ils puissent devenir un papillon. Toute l'expérience humaine ne nous amène pas à concevoir qu'on puisse devenir autre chose que ce qu'on est. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le devenir. Et il y a déjà... Ce qu'on se dit maintenant, dans le fond, les vérités qu'on se dit maintenant, ou les grandes philosophies, tu sais, les grandes maximes philosophiques, et tout ça. Mais le Christ disait ça il y a 2000 ans, quand il parlait d'amour, quand il parlait de fraternité. Bouddha en parlait, mais c'était des individus. C'est comme si il y avait eu des conscientiseurs précoces. Tout d'un coup, il est arrivé quelqu'un qui, alors que au temps des Romains, en tout cas, moi, là, c'était pas fort là, comme philosophie, là. Ils ont semé l'orme. Oui, ils ont semé une graine là qui tranquillement fait qu'aujourd'hui, je peux avoir ce type de conversation-là avec toi. Je peux l'avoir, je peux m'en aller. J'ai voyagé à travers le monde et m'asseoir avec des gens partout à travers le monde et avoir échangé ce type d'idée-là. Je crois qu'il y a comme une espèce de momentum qui est en train de se créer autour de la planète. Et c'est vrai qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes environnementaux, il y a des problèmes majeurs au niveau des populations, au niveau de la répartition des richesses, au niveau des justices climatiques, au niveau de la justice point. Mais je crois que c'est parce qu'il y a ces problèmes-là qui vont faire qu'à un moment donné, le cocon va se casser, qu'on va évoluer vers autre chose, parce qu'il y a une espèce de momentum. Et puis une pression, peut-être. Une pression de population et d'idées, parce que plus il y a d'idées, plus ça bouge, plus ça évolue. Côté pratico-pratique pour nos téléspectateurs, tu as parlé de méditation, par exemple.
quels ont été les bénéfices pour toi? C'est-tu quelque chose que monsieur, madame, tout le monde peuvent utiliser pour les amener plus vers ce genre de présence? Oui, je pense que oui, parce que ça t'amène à l'intérieur, ça t'amène à l'intérieur de toi, finalement. Tu sais, c'est de prendre la mesure du présent. Et pour prendre la mesure du présent, bien, la seule façon, c'est d'entrer dans ton corps. Tant que tu es juste une talking head, tu rêves, tu es ailleurs, tu écoutes la TV, tu n'es pas là, tu es dans le virtuel. Là. La méditation, ce sont des techniques qui t'amènent à prendre la mesure du corps. Y a-t-il une technique de base qui est peut-être suffisamment simple que tu peux l'expliquer? Écoute, je ne suis pas un maître en méditation. D'ailleurs, je peux bien parler de la méditation Vipassana parce que celle-là, je la connais, puis elle est donnée ici au Québec. Ils ont un centre? Ils ont un centre au Québec ici, et je l'ai prise dans les années 70 en Inde avec le maître de Vipassana qui s'appelait Goenka, qui Comment ça était s'appelle? Vipassana. V-I-S? V-I-P-A-S-S-A-N-A, Vipassana. Et Goenka, c'est le maître, c'était un milliardaire birman qui avait été dépossédé quand la Birmanie est devenue communiste, enfin le Myanmar, là, mais à l'époque c'était la Birmanie. Et il y avait des migraines épouvantables et il s'est mis à méditer. Il a développé cette technique-là, enfin c'est une vieille technique millénaire finalement. Et c'est simplement d'observer ta respiration. Et tu vas voir, ça va te prendre à peu près 4 secondes et demie pour que tu sois ailleurs. 4 secondes et demie, à un moment donné, tu vas faire « Oups! Ah non, j'avais commencé à regarder mes respirations. OK, j'observe mes respirations. » Tu respires une fois, deux fois. Oups! Là, tu es en train de faire tes commissions. Ben non, tu es en train de préparer ta journée de demain. Puis là, tu reviens, tu fais... Dans le futur ou dans le passé? Tu es le futur ou le passé, tu n'es pas dans le présent. Tout sauf le présent. Et c'est une technique, c'est intéressant parce que lui, en plus, il disait vous n'allez pas commencer à me suivre là, comme un gourou là, tout le temps. Là, vous faites la technique, ça dure 10 jours. C'est une retraite fermée de 10 jours où on te montre la technique. Et il disait après ça, ben, allez-vous-en chez vous. Là. Retournez en Amérique. Là. Allez vivre vos vies. Là. Arrêtez, je ne veux pas que les gens me suivent à chaque fois que je donne un cours de méditation. C'est le même monde qui est là. Vous la savez, la technique, à cette heure. Allez-vous-en. Et ça m'a plu beaucoup, plutôt que de dire, bon, OK, là, j'ai un gourou, j'ai sa petite photo, puis à chaque fois, je me penche dedans, puis je fais, oh, Guruji, Guruji, Guruji. Tu sais? Moi, je trouvais que ce gars-là, il disait, ah ouais, bon, là, tu t'assieds à cette heure, va vivre ta vie. Alors, ça me sert beaucoup, beaucoup, parce que c'est sûr que c'est cette technique de revenir à soi-même, revenir au corps. Est-ce qu'il y a d'autres pratiques, peut-être, que toi, tu fais pour garder la santé, le bien-être? Du vélo. Okay. Oui, je suis un adepte. J'adore le vélo. C'est un sport puis je me force à en faire parce que il faut que le corps soit actif. Lui, tu sais, ça, c'est une autre exigence du corps. Tu ne peux pas juste t'asseoir sur une chaise. Là. Il faut que tu le nourrisses, il faut que tu le couches, il faut que tu le soignes, il faut que tu l'exercices. Bon. As-tu une alimentation particulière? Ou... J'essaie de me garder le moins de gras possible, manger le moins de gras possible, le moins de viande possible. Idéalement, je l'éliminerais. J'ai dit à mon épouse la semaine passée, je pense que on va vraiment faire une recherche sur les... On ne connaît pas les grains, on ne connaît pas le soya, le tofu. Tout... On en mange quand tu vas chez le Chinois, c'est correct. Là. Mais le restant du temps, je ne peux pas dire que c'est des aliments qui sont intégrés dans la culture québécoise. Tu sais, on mange juste de pâté chinois. On mange plus de pâté chinois quand on veut du chinois que d'autres choses. Tu sais. Oui, c'est assez différent comme nourriture. Moi, c'est une autre affaire. Et puis, dans les choses qui t'ont inspiré dans la vie, y a-tu des acteurs en particulier? Écoute, au niveau des acteurs, c'est un métier. Hein? Moi, j'en ai côtoyé beaucoup d'acteurs. C'est un métier. Il y a autant d'imbéciles acteurs qu'il y a d'imbéciles plombiers. Tu sais? Je sais pas, les gens souvent nous mettent beaucoup sur un piédestal, les acteurs. Ils ont des... Tu sais, il y a les vedettes qu'on suit, puis on veut savoir ce qu'ils font, puis... Dans le fond, c'est des gens, puis souvent, c'est des gens qui sont assez ordinaires. Tu sais, c'est comme des gens qui ont pratiqué un sport, puis qui sont du sport élite, tu sais. Ils sont très bons dans un sport, mais le restant du temps, là, ils n'ont pas eu le temps de développer d'autres choses que ça. Mais souvent, les acteurs, je trouve, c'est des gens bien, des gens qui sont plus sensibles que la majorité des gens, puisqu'ils sont près de leurs émotions. Mais je ne peux pas dire que... Quand je pense à tous les gens que j'ai côtoyés, il y a des amis là-dedans, il y a des gens bien, mais il y a des gens bien ailleurs. Il y a des plombiers bien, il y a des électriciens qui sont bien. Moi, j'admire les gens qui sont des artistes.
dans le travail qu'ils font. J'ai un menuisier, là, c'est un artiste, c'est une poésie de le voir aller. Tu sais, dans ce métier-là, c'est le gars le plus extraordinaire que j'ai vu, parce que ce qu'il fait, c'est de la poésie. Il est très présent quand il fait son Oui. métier. C'est de la poésie. Moi, j'ai travaillé beaucoup en rénovation parce que je trouve que c'est... tu ne peux pas te tromper. Quand tu plantes des clous, tu ne peux pas être ailleurs. Il faut que tu sois dans ton corps, parce que sinon, tu te fais mal. Quand tu prends une scie ronde puis tu commences à scier une planche, si tu es ailleurs, tu vas te couper un doigt. Fait que pour moi, ça m'a toujours ramené. Je fais de la plomberie, l'électricité, j'ai tout fait les métiers, là, parce que ça me ramène, ça me ground, ça me met, OK, là, je suis là puis c'est calme, tu plantes des clous, tu arraches des clous, tu fais de la plomberie, c'est mécanique. Ça calme beaucoup, je trouve, tu sais. Puis, parmi les dernières petites questions, côté musical, y a-tu des artistes ou des chansons que tu trouves... Oui, écoute, je les ai écrits parce que j'ai aucune mémoire. Je savais que tu allais me poser ça. Je dois dire que, les êtres qui m'ont marqué, j'ai eu le grand bonheur de rencontrer Desmond Tutu et le grand bonheur de rencontrer Mohamed Younous. Est-ce que tu les as interviewés sur ton poste? Mohamed Younous, oui. Desmond Tutu, non. Okay. Mohamed Younous, j'ai eu une interview sur Goodness TV qui est là. Et les deux, ce sont des prix Nobel de la paix. Et ce sont des êtres lumineux. Ce sont des êtres, honnêtement, là, des êtres qui transcendent exactement ce dont on parle. Et des êtres d'une présence. Quand ils te regardent, tu as l'impression que tu es tout seul à exister, même s'il y a... Tout le monde veut parler à Desmond Tutu. Tout le monde est là autour, et il te parle dans les yeux, et il a une telle présence. Et Mohamed Younous, c'est la même chose. Et puis ils ont des cœurs d'enfants, ils sont capables de rire. C'est des gens qui ont un rire incroyable, et qui sont comme des enfants. Émerveillés. Ah, puis ça se transmet, cet émerveillement. Ça, ce sont des êtres qui m'ont véritablement marqué. Ces deux personnes-là, vraiment, là, et Goenka, c'est sûr qu'ils étaient pareils. Ce sont des êtres d'exception. Bon, musique, écoute, pendant qu'on est là, si tu veux le savoir, là, mon coup de cœur, depuis un moment, c'est Bartoli, Cecilia Bartoli, qui chante une pièce de Handel qui s'appelle Codli la Rosa, dans un album qui s'appelle Sospiri. Et pourquoi est-ce qu'elle t'inspire, cette chanson-là? Si les anges pouvaient chanter, si je pouvais entendre les anges chanter, voilà ce que ce serait. C'est d'une poésie, la voix humaine. Il n'y a pas un instrument comme la voix humaine. On la massacre ici beaucoup, la voix humaine. Et il n'y a que les chanteurs d'opéra qui n'utilisent leur voix. Mais par exemple, en Inde, la voix humaine, c'est un instrument. Et quand tu as un duo entre une cithare et une voix humaine, ce sont des duos qui sont absolument magnifiques. Parce que la voix humaine a ce côté encore plus extraordinaire que la cithare. Et Dieu sait que la cithare, c'est un instrument qui est déjà très aérien. Donc, Cecilia Bartoli. Et puis, il y a un pianiste qui n'est pas très connu ici, qui s'appelle Pietro Pieranunzi, qui a un album qui s'appelle Trasnoche, qui est un Italien, qui fait du jazz, mais souvent pianiste contrebasse seulement. Instrumental. Oui, instrumental seulement. Et encore là, c'est d'une poésie. La première fois que j'ai écouté cet album-là, j'ai pleuré tout le long. Et je ne sais pas pourquoi. Les larmes me sont venues. J'étais dans un tel état d'émotion. Et moi, un musicien qui est capable de faire ça, un artiste qui arrive à te toucher à ce point-là, c'est comme si tu touchais véritablement à la divinité dans l'homme. Magnifique. À part ça, y en a-tu d'autres sur ta liste? Non, il y en avait deux. Il y en avait deux. Et puis dans les grands films, y en a-tu des films que tu trouves? Ah, écoute, les grands films, j'écoute beaucoup de cinéma, mais je n'ai pas de mémoire pour te dire tel film. Le dernier, d'habitude, c'est le dernier que j'ai vu qui me touche. Il y a deux sortes de cinéma que je vais écouter. Il y a du cinéma qui est dumbless. Tu sais, des fois, j'arrive à un point où c'est trop intense, là, alors tu es brain dead. Là, tu vas écouter n'importe quoi, là, tu sais, sauf la violence, que j'aime pas la violence. Mais encore là, le cinéma, c'est la même qualité que je vais chercher. Je veux une histoire qui va me toucher avec des vrais êtres humains. Quelque chose qui a pas un message. J'ai pas besoin d'avoir un message entre guillemets, mais j'ai besoin d'avoir quelqu'un de vrai
qui va... Et c'est ça la beauté de Goodness TV. C'est que ça fait des années, maintenant 2 ans, que je regarde des vidéos qui viennent de partout à travers le monde. On les a en 17 langues. Écoute, ça vient, c'est partout, là. Et à chaque fois, je suis touché. C'est pas possible, hein? Je regarde, encore ce matin, je regardais un truc que quelqu'un a envoyé, puis je fais, bon, OK, je regarde toutes les vidéos parce que je les approuve avant de les mettre en ligne, là. Et ça commence, et puis c'est tac-tac. Et puis à un moment donné, les larmes me sont venues aux yeux. C'est pas possible à quel point j'aime ça être touché. J'aime ça parce que ça me fait sentir humain. Tout d'un coup, je ressens une émotion. Et cette émotion-là, je peux la prendre et partir avec et l'amener ici avec toi. Parce qu'on ressent tout le temps des choses. Toi, tu es là, tu me reçois, les gens qui nous écoutent ressentent des choses aussi. C'est comme si peut-être ça nous reconnecte Oui. aux choses vraies. Et c'est comme ça qu'on se connecte aux êtres. C'est par l'émotion, c'est par le ressenti. C'est le cordon qui nous... Alors, c'est ça que je cherche dans le cinéma. Quand je vois un film qui vient me chercher, C'est comme c'est du bonheur. des éléments qui nous reconnectent Oui. au tout. Oui, qui nous reconnecte au tout, parce que tout est émotion. Ouais. Parce que la vie entièrement, c'est une émotion. Énergie en motion. Oui. Et puis, quand j'entends Ginette Renault chanter « Je ne suis qu'une chanson », excuse-moi là, mais le poil me lève. Écoute, puis j'aime pas tout ce qu'elle fait, Ginette, mais il y a des fois où Madame Renault, là, c'est une émotion. Pur. C'est une émotion pure. Et ça vient te chercher directement. Et c'est dans ça qu'on est le plus beau comme êtres humains. C'est quand on devient émotif. Et c'est ce qu'on nous a enseigné à ne jamais montrer. Tu es un homme, tu ne montres pas d'émotion. Et c'est contre ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut défaire. Cette incapacité qu'on a de ressentir quand on voit l'autre. Et quand on ressent ce que... Le ressentir, c'est sentir ce que l'autre sent. On entre dans un univers de compassion où on n'a pas de pitié pour l'autre. Mais je ressens... Je suis allé voir le World Press hier, les photos qui viennent de partout à travers le monde, l'exposition qui est ici à Montréal actuellement. Et il y a des photos là-dedans, là, les larmes montent aux yeux. La misère des gens qui est là, je la sens. Je sens cette misère-là. Je compatis avec ça. Je voudrais entrer dans la photo et prendre cette personne-là et la bercer dans mes bras et dire, regarde, ça va être correct. On est là. Nous, les êtres humains qui regardons cette photo-là, on est là pour toi. On va t'aider. Parce que ta misère, c'est la nôtre. C'est une belle note pour finir. Merci beaucoup d'être là. Namasté. Merci de m'avoir invité.